Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors on fait ça en petit comité. Alors je ne sais pas si à distance vous m'entendez. C'est bon, il y a le son à distance. Super. Voilà, je me présente donc Maxime Delecourt, stérographe, et moi-même Xavier Dubois, ProBIM du groupe Projex. Donc, on va vous parler un petit peu d'une conférence sur le BIM et les jumeaux numériques, et notamment la démarche qu'on applique sur la gestion, exploitation, maintenance, donc pour la phase d'exploitation des bâtiments. Alors, je me présente, donc Xavier Dubois, responsable BIM-GEM, et donc au sein de ProBIM du groupe Projex. Et donc voilà, je suis responsable de tout ce qui est démarche BIM au sein de la phase d'exploitation, et notamment sur, je dirais, tout ce qu'on va mettre en place à la fois en contrat, en accompagnement et en termes de convention BIM exploitation. Bonjour à tous. Maxime Delecourt, directeur du développement chez Stéréographe. Je m'occupe notamment de tout ce qui va être relations commerciales et partenariales avec nos interlocuteurs. Alors, un rapide sommaire. Donc, dans un premier temps, on va nous présenter très rapidement nos deux sociétés et notre partenariat, du coup. La démarche qu'on applique sur nos projets en phase d'exploitation, un retour d'expérience sur quelques cas concrets, donc notamment sur les collèges de l'Oise et sur la clinique Ange Gardien. Et après, on aura un dernier temps d'échange avec vous si vous avez des questions. Alors, concernant ProBIM, donc ProBIM fait partie du groupe Projex. En fait, c'est l'un des 5 pôles du groupe. Le gros pôle étant l'ingénierie. Mais du coup, ProBIM est concentré vraiment sur le pôle BIM et synthèse et New Tech, et qui regroupe tout ce qui est BIM et services informatiques. On est intégré donc à Villeneuve-d'Ascq, donc notre siège social, mais on a également une agence à la Garenne-Colombes en Île-de-France, et on intervient vraiment au niveau national et bientôt à l'international. Mais notamment, on a des projets en Belgique également. On est à peu près une vingtaine de collaborateurs et notre agence a été créée en 2014. Et en fait, ProBIM vraiment est un acteur qui va accompagner l'ensemble des intervenants du projet, vraiment du démarrage du projet jusqu'à sa finalisation. Donc, on va avoir des missions d'AMO, on va pouvoir digitaliser tout ce qui est existant avec de la modélisation. On fait vraiment du BIM management, conception-réalisation. La pré-synthèse également, on accompagne jusqu'au DO numérique. Et après, en fait, c'est la partie qui va nous intéresser un peu plus. On prend le relais avec le BIM management, exploitation-maintenance. Et bien sûr, pour, je dirais, encadrer tout ça, on a un gros pôle de R&D et de formation qui suit. Parce que pour nous, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les acteurs du BIM et vraiment de tirer tout le monde vers la réussite d'un projet BIM. On a été lauréat du BIM d'or en 2016 pour l'extension de notre siège social. Donc, comme vous le voyez sur la petite image là, en fait, le R+6, R+7 a été conçu complètement avec un process BIM. Concernant Stéréographe, donc nous, on est également une vingtaine de collaborateurs. Stéréographe a été créé en 2007 à Lille, à Euratechnologie. Donc, on est toujours à Euratechnologie d'ailleurs aujourd'hui. On est spécialisé en visualisation 3D. On était à l'origine vraiment une agence 3D qui faisait des perspectives, des vidéos 3D pour plutôt la commercialisation des bâtiments. On a été très vite sur tout ce qui était application de réalité virtuelle avec des casques, notamment des casques de VR. Il y a quelques années, donc on avait les premiers casques de VR en salon de l'immobilier. L'année suivante, il y en avait un par stand parce que ça allait très vite.
Et donc, après avoir permis la visualisation des bâtiments, la visite des bâtiments, on a voulu aller plus loin. Et donc, à partir de 2013, on a commencé, enfin même un peu avant, mais on a eu des versions utilisables et commercialisables à partir de 2013 de la solution TEIA, qui permet d'interagir avec les modèles 3D. Et donc, en parallèle, il y a eu également l'émergence du BIM qui est arrivé. Et donc, on a très vite intégré notamment le format IFC, mais aussi des logiques métiers dans notre solution, ce qui permet aujourd'hui d'avoir une solution qui permet d'interagir avec des modèles 3D, et notamment des modèles BIM, pour notamment la phase d'exploitation des bâtiments, parce que c'est là aussi où il y avait, surtout à l'époque, un gros manque d'outils, parce qu'il y avait quand même très peu de choses adaptées à l'exploitation. Donc aujourd'hui, on est éditeur de la solution TEIA, et à côté de ça, on également fait un peu de consulting. L'idée, c'est d'arriver le plus en amont possible. On parlait ce matin, on entendait parler des besoins des utilisateurs. Aujourd'hui, ça va mieux, mais pendant quelques années, les besoins des exploitants, les besoins des acteurs de l'exploitation étaient un peu mis de côté par les acteurs de la conception, de la construction, tout simplement parce que c'était pas vraiment leur problème, entre guillemets. Et donc, l'idée, c'est quand même d'arriver le plus en amont possible pour faciliter la transition des constructeurs vers les exploitants et vers l'ensemble aussi des acteurs de l'exploitation, parce que d'un projet à l'autre, c'est quand même des acteurs très différents, et donc il faut quand même prévoir les choses, les outils, les interfaces, bien aussi, on en parlera plus tard, mais l'ensemble des choses pour l'ensemble des acteurs. Donc nous, c'est également une partie sur laquelle on intervient. Donc voilà, pour Sphérographe. Donc un petit peu la présentation donc, de notre démarche globale, je dirais sur la phase exploitation. Alors ça se découpe vraiment, je dirais en six catégories. Donc on a je dirais une première catégorie, donc c'est vraiment l'assistant à maîtrise d'ouvrage appliqué à l'exploitation. Alors c'est en complément de cette phase de conception-réalisation, et c'est là où on va demander au maître d'ouvrage d'expliquer clairement ses objectifs et ses cas d'usage, et là je dirais on va l'accompagner. Donc on va définir les besoins, le conseiller, l'assister, et notamment également être contrôle qualité et appui et support contrôle qualité. Deuxième phase, ça va être vraiment le BIM management d'exploitation. Donc là, vraiment, où on va gérer l'ensemble des processus et vraiment appliquer à la phase d'exploitation. On va vraiment intégrer, je dirais, tous les intervenants et autour d'une convention, on le verra tout à l'heure, pour garantir le BIM exploitation. Donc également, on est acteur de formation sur l'ensemble de l'exploitation. Dans un troisième temps, donc on va être intégrateur de la solution TEIA. Donc dans notre partenariat, en fait, on va vraiment intégrer l'ensemble des cas d'usage qui ont été définis en amont par la IMO BIMGEM, et on va intégrer l'ensemble de ces cas d'usage dans l'outil pour pouvoir le maintenir par la suite. Et également, le tout, c'est aussi de s'assurer tout au long de la phase d'exploitation que, je dirais, la donnée, que ce soit la donnée statique ou dynamique, soit la bonne. Donc, on va parler de data, on va parler de 3D. Si cette maquette n'est pas, je dirais, la maquette numérique n'est pas mise à jour, elle va être obsolète avec je dirais, en quelques années, même quelques mois. Donc l'idée, c'est de suivre, vraiment d'avoir un suivi régulier sur ce qu'on va appeler le BIM Data Manager, donc le responsable, je dirais, terrain, qui va être, en fait, qui va suivre l'évolution de cette maquette numérique. Et on verra, on aura une partie rétro-BIM et une partie formation. Alors, un peu la démarche AMO BIMGEM. Donc, c'est dans un premier temps, on va organiser, je dirais, des ateliers réguliers
on va recueillir l'ensemble des besoins utilisateurs. Donc, nous, on aime bien travailler vraiment avec des ateliers très pédagogiques, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des gestions de post-it, des choses comme ça. On va vraiment impliquer tous les acteurs de la phase d'exploitation et de se dire que derrière, il doit émaner un véritable cahier des charges. Donc avec l'ensemble des cas d'usage présentés et comment, je dirais, les grandes lignes de comment on va y arriver. Donc de là, vous avez un petit schéma qui représente un petit peu les cas d'usage, bien sûr, qu'on voit assez régulièrement sur les projets qu'on mène ensemble. Bon, c'est bien sûr non exhaustif, mais voilà, globalement, on a toujours une demande d'accès, bien sûr, au DO numérique, donc avec l'ensemble des plans, coupe façade, des fiches techniques du projet. On a également de la GMAO, donc avec les demandes d'intervention directement par l'hyperviseur BIM. On a des demandes de suivi énergétique, de gestion des espaces, etc., etc. Donc ça, bien sûr, c'est des choses qui sont définies dans ce cahier des charges. Et en fait, le BIM manager d'exploitation va s'assurer que tous ces, je dirais, ces cas d'usage sont bien appliqués dans déjà en premier lieu dans la convention et après par tous les acteurs du terrain. Peut-être un peu cette recherche, ce recueil des besoins. Il faut quand même noter aussi qu'en exploitation, alors je vais un peu caricaturer, mais en exploitation par rapport au monde de la conception, de la construction, c'est qu'on va avoir beaucoup plus d'usages différents en exploitation avec des bâtiments qui ont des usages très différents les uns des autres. Alors que, et c'est là où je vais caricaturer, quand on va construire, le but est, entre guillemets, juste de construire. Et on va retrouver à peu près les mêmes besoins dans chaque construction. Là, en exploitation, bon, bien sûr, il y a une base commune, mais selon le métier que vont faire selon l'usage que va avoir le bâtiment, on va avoir des besoins, donc, qui vont être complètement différents d'un projet à l'autre. Et c'est là où c'est important d'analyser ces besoins en amont, parce que derrière, on va adapter les outils à ses besoins et non l'inverse. D'ailleurs, c'est aussi un point important. Mais donc en exploitation, et on parlait tout à l'heure Xavier parlait des projets dont on va vous parler après, mais par exemple, entre un collège et une clinique, il y a quand même peu de choses en commun sur le métier des gens qui sont dans ce bâtiment au quotidien. Donc c'est là où c'est important de faire ce recueil des besoins et cette étude des besoins des acteurs de l'exploitation en amont. Alors ensuite, donc vient la phase BIM management d'exploitation. Donc c'est là où on va gérer vraiment l'ensemble des intervenants et vraiment on rentre dans le cœur du sujet. Je dirais où là, comme en conception-réalisation, on voit bien que on a eu besoin d'avoir des éléments écrits. Là, pour la phase d'exploitation qui va durer 10, 15, 20, 30, 50, 70 ans, l'idée, c'est vraiment de mettre les éléments par écrit et de se dire que y a une convention qui va être évolutive, hein, s'il le faut, mais qui va être déjà collaborative et qui va marquer, je dirais, le mode d'emploi en fait de cette phase d'exploitation. Et avec alors quelques exemples, hein, la répartition des rôles, tout ce qui est process de validation de la réception du DOE, parce que bon, je ne sais pas si vous avez eu l'expérience de recevoir un DOE numérique, mais on se rend compte à l'heure actuelle qu'il n'est pas parfait. On tend à améliorer cette réception du DOE, mais à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup de non-conformités observées. Et voilà, donc l'idée, c'est également, au fur et à mesure, de mettre les grandes lignes, en fait, et les grandes règles du jeu, notamment la mise en place, comment on va réellement mettre en place les cas d'usage qui ont été définis dans le cahier des charges, tout ce qui est paramétrage d'export, IFC, pour que ça fonctionne correctement dans la maquette numérique d'exploitation.
Et voilà. Donc le BIM manager d'exploitation, c'est vraiment lui qui va accompagner l'ensemble des intervenants et à gérer tout, je dirais tout le process en amont, et c'est lui qui derrière va assurer également tout ce qui est BIM collaboratif. Donc ce qui a été initié notamment par les plateformes collaboratives en phase exploitation, conception réalisation, on va le poursuivre en phase exploitation, et donc donc ce sera toujours lui qui sera acteur de cette plateforme collaborative, et il va gérer aussi bien sûr toutes les équipes et tous les intervenants de la phase d'exploitation. Peut-être effectivement ces documents cadres qui sont faits aussi de manière collaborative parce que chacun apporte ses besoins dans les conventions ou chartes. Aujourd'hui, alors Pierre-Ami t'en parlait ce matin les acteurs du territoire travaillent ensemble. Alors il y a quand même des exceptions à ça, et on le voit notamment entre les entreprises de construction et les entreprises d'exploitation maintenance, ou par exemple dans des marchés publics globaux de performance, à un moment, il y a un passage de relais qui se fait du constructeur vers le mainteneur. Il y a quand même des responsabilités, des problématiques qui ne sont pas les mêmes des deux côtés. Les conventions, les chartes vont permettre de bien encadrer ces problématiques-là. C'est également important de les mettre le plus tôt possible, comme ça au moins on s'accorde aussi sur ces passages de témoins, sur les responsabilités de chacun, et ça de manière collaborative entre les acteurs, alors pour moi en amont, parce que nous on est plutôt sur l'exploitation, et les acteurs du coup en aval de ceux qui vont construire, parce qu'il y a aujourd'hui une manière de travailler collaborative qui n'est pas forcément facile, parce que chacun aussi défend ses intérêts, et c'est compréhensible, et des acteurs qui dépendent les uns des autres, parce que en fonction de comment vont être faits ces documents, comment vont être faits les maquettes aussi, c'est vraiment derrière la maquette qui va se passer de l'un à l'autre. Il y a vraiment derrière la rédaction de ces documents vraiment beaucoup de problématiques qui sont très importantes et qui vont assurer aussi des transitions fluides entre les acteurs. Et l'idée, en complément, l'idée c'est aussi d'arriver à une signature de ces documents-là. Comme ça, on a vraiment un accord complet de tous les intervenants, et également le fait qu'elle soit collaborative et évolutive, elle va toujours s'adapter en fait au fonctionnement de la phase d'exploitation. Alors, il est également garant du contrôle qualité, en fait, garant déjà du BIM exploitation, et donc du coup du contrôle qualité. Donc, il va pouvoir éditer en fait des fiches de conformité, notamment sur la contrôle qualité d'une réception d'un DO numérique. Donc là-dessus, je dirais, on va pouvoir faire un retour. Je dirais, à la phase conception-réalisation sur la réception d'un DOE, et pouvoir mettre en avant des non-conformités. Alors, ça peut être des non-conformités géométriques, mais ça peut être aussi la présence de certains éléments qui étaient prévus dans la convention BIM, mais qui n'apparaissent pas dans le DO numérique. Ça va être aussi le contrôle bien sûr de cette qualité de la data, mais alors on s'engage pas sur on s'engage en fait sur la présence de la data. On va pas aller vérifier jusqu'à vérifier la conformité de la bonne data, mais voilà, on va aller vérifier qu'elle est bien présente. Là, donc pour tout ça, il y a des notions de notes de qualité qui sont mises en place, notamment par les BIM managers d'exploitation. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'assurer un maintien de la bonne qualité de la maquette, parce que forcément, au fur et à mesure de l'exploitation, on va avoir des travaux, on va avoir des changements, le bâtiment va vivre, et l'idée de cette note, c'est qu'elle soit pas fixée, c'est qu'elle évolue également. Alors, sur du neuf, on va avoir, je pense, mais moins de mauvaise qualité de la donnée, parce qu'en principe, quand on reçoit un DOE, il est qualitatif, à quelques points près, on va dire, mais surtout, et ça sera le cas sur des projets où on va parler de rétro-BIM, donc des projets existants sur lesquels on va remettre du BIM, c'est difficile de créer des maquettes BIM 100%
de qualité, on va dire 100% vrai, à partir d'un plan qui même lui est sûrement plus à jour. Donc, ou alors d'un scan, ou alors d'autres entrants, on va dire. Et donc l'idée de cette note de qualité, c'est aussi de reconstruire un petit peu, donc de l'existant, reconstruire un petit peu cette connaissance du patrimoine et cette connaissance qualitative du patrimoine au travers des maquettes. Et ça, l'idée, c'est aussi de travailler de manière collaborative sur cette note, parce que derrière, c'est pas toujours les mêmes acteurs qui vont mettre à jour les notes de qualité. Ça va être les acteurs du terrain, ça va être donc soit des mainteneurs, soit après des gens, on va plutôt parler, enfin plutôt la maîtrise d'ouvrage, en tout cas les personnes de la maîtrise d'ouvrage. Et l'idée, c'est donc vraiment au travers, suite à ces audits, au travers des notes de qualité, de continuer à améliorer la qualité des maquettes et donc des jumeaux numériques. Alors ensuite, on passe donc à la partie intégration réelle dans le logiciel. Donc là, on a l'exemple de logiciel TEIA. Donc en fait, là, vous avez un petit peu l'arborescence type de tout ce qu'on va intégrer. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner. Alors, dans un premier temps, en fait, on va créer tout ce qui est vue et univers 3D pour chaque utilisateur, donc avec une création, login, mot de passe défini et avec une gestion des droits définie pour chaque utilisateur. Et on va lui créer en fait son accès spécifique avec sa donnée 3D. Alors bien sûr, tout ce qui va être créé, ces vues, ces accès, etc., ça vient donc de l'étude de besoins qui est fait, le recueil des besoins qui est fait en amont. Et donc en fonction des utilisateurs, en fonction des besoins de ces utilisateurs, on va avoir des vues qui seront potentiellement différentes les unes des autres. On va pas forcément avoir toute la 3D pour tous les acteurs, ni toutes les données pour tous les acteurs. Bon, après ça, c'est des fonctionnalités du logiciel, mais qui sont développées parce que ces besoins existent. Le but, c'est pas de mettre toutes les informations sous les yeux de tout le monde, parce que demain, une maquette BIM, ça peut être énorme, c'est beaucoup trop d'informations pour un acteur qui en a besoin que d'une par-ci par-là, on va dire. Donc l'idée, c'est en fonction des recueils des besoins, et les ateliers faits en amont permettent de répondre à ça. Quelle vue, quelles informations on met sous les yeux de quel acteur, et donc de construire des vues derrière qui seront adaptées. Alors également un atelier aussi intégration de la donnée de maintenance. En fait, on va positionner donc l'hyperviseur TEIA comme la centralisation de la donnée, un hyperviseur qui va centraliser la donnée. Donc, c'est-à-dire qu'il ne va pas aller remplacer, bien sûr, un organe, une GMAO bien établie sur le projet. Mais par contre, on va pouvoir, par l'intermédiaire de logiciels, faire une envoi de demande d'intervention avec un code couleur qui va s'afficher en fonction de l'état si la demande d'intervention a été traitée ou pas. C'est ça, et l'idée, c'est donc de connecter, c'est pas notre solution aujourd'hui qui va faire la GMAO. On va connecter au BIM une solution de GMAO qui fait très bien son métier sûrement depuis 15 ans en plus. Donc aujourd'hui, alors sur de l'existant, le BIM arrive en même temps que la GMAO en règle générale, mais sur du neuf, le BIM arrive en même temps que la GMAO, mais sur de l'existant, on a des solutions de GMAO qui tournent et qui tournent bien. Donc on va ajouter la brique BIM pour permettre d'aller vraiment connecter les choses et alimenter aussi la GMAO avec de la donnée. L'idée, c'est pas d'être que interface d'information. On va pouvoir donc envoyer de l'information, par exemple, là, c'est une demande d'intervention qu'on envoie, mais on peut aussi alimenter, et ça c'est plutôt pour du neuf, du coup, la GMAO avec toute l'arborescence des objets de la maquette, ce qui permet d'éviter aussi de faire une double saisie, et tant qu'à faire, au moins aligner, si en plus on a de la qualité qui est mise en place, un plan qualité qui va être mis en place sur la maquette, autant en faire bénéficier la gestion de maintenance pour permettre d'avoir aussi toutes les informations qui vont être de qualité, disons, dans la GMAO, et ça va être la même chose pour les autres exemples qu'on va donner juste après, hein, bien sûr.
également de l'intégration des données énergétiques. Donc d'un élément, d'un équipement, on va pouvoir éditer en fait et récupérer l'information grâce à des capteurs, et on va pouvoir donc récupérer sur des tableaux dynamiques et pouvoir ajuster les données énergétiques d'un bâtiment. Si le bâtiment est inoccupé, surtout en ce moment avec la période Covid, on va pouvoir peut-être réduire tout ce qui est chauffage, tout ce qui est éclairage, et voilà, on va pouvoir également aussi, tu m'arrêtes si je me trompe, mais agir et piloter en fait sur des organes autres grâce à l'hyperviseur 3D. Et voilà, je ne sais pas si... Non, c'est ça. Nous, depuis l'interface de TEIA, donc on voit ici, on va pouvoir donc monitorer les données, mais aussi faire du contrôle-commande, et donc piloter des actionneurs notamment, et donc en parallèle de remonter ces tableaux de bord qui viennent parfois d'autres solutions, hein, qui souvent d'ailleurs, et de la même façon, on va remonter ces données dans les objets. Alors, tout ce qui est service au bâtiment, c'est donc vraiment tout ce qui est objet connecté, donc IoT et GTB. Donc là, l'idée, c'est de vraiment de faire remonter l'information capteur en fait avec c'est un peu rapide, mais j'espère que vous voyez un petit peu quand même. L'idée, c'est de remonter un peu des informations comme telle la température, de mettre des températures de consigne et mettre une alerte quand il y a un dépassement du seuil, toutes ces choses comme ça. Donc, c'est vraiment des choses, bien sûr, on en revient toujours à la même chose, au cahier des charges qui ont été définis avec le maître d'ouvrage. L'idée, c'est de répondre réellement à sa demande de façon, je dirais, intuitive et également, alors je ne sais plus à quelle fréquence on va aller consulter ces informations-là. Ça va dépendre des besoins. Forcément, une température, on ne va pas aller la lire toutes les secondes, ni avoir un fil de l'eau. Enfin, on ne va pas nous envoyer la température dès qu'elle change, sinon on n'a pas fini. Mais après, en fonction de la donnée, du besoin sur cette donnée, on va, et ça sera vu aussi en amont, on va avoir un rafraîchissement qui sera différent. Et derrière, comme le disait Xavier, mettre des codes couleurs. Hein. L'idée, c'est pas de faire des choses très compliquées. En général, vert, jaune, orange, rouge, ça parle à tout le monde. Hein. Quand ça clignote en rouge quelque part, on n'a pas besoin d'un doctorat pour se dire, tiens, il y a sûrement un problème. Et c'est quand même toute l'idée. C'est de mettre aussi, donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, mettre les bonnes interfaces devant les bonnes personnes. Hein. On va pas avoir tout, mais on aura ce dont on a besoin de tirer des données et visualiser. Donc en temps réel, c'est ce qu'on appelle ces données chaudes qui remontent dans la solution au travers des différentes solutions GTB, IoT, bon, peu importe, mais au travers des différentes connexions qu'on va mettre en place. D'accord, on va accélérer. Merci. Voilà, une dernière chose quand même qui est souvent demandée. Oui, c'est vrai qu'on en parle à la fin, mais souvent c'est la première étape. Voilà, donc c'est vraiment l'accès aux données numériques, donc vraiment tout ce qui est voilà, plan, fiches techniques, etc., directement par l'intermédiaire de l'accès 3D. C'est ça, l'idée globale derrière tout ça, c'est que lorsque j'ai une information sur un objet, je l'ai par l'objet, en fait. Dans l'objet, j'aurai son document, j'aurai son historique d'intervention de GMAO, dans la gestion de maintenance, j'aurai son état en temps réel dans la gestion technique de bâtiment, etc., etc. Après, aujourd'hui, il y a des services, il y a toutes sortes de services qui apparaissent, on va avoir l'occupation de salles, etc., mais de mettre les données à portée de main des utilisateurs. Alors, tout ça développé une fois que c'est en marche et en état de fonctionnement, l'idée, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment de suivre cette donnée.
pendant qu'elle va vivre, parce que voilà, on va avoir régulièrement des modifications de données dynamiques et statiques. Donc l'idée, c'est que on effectue en fait un suivi dans un premier temps, alors sur les premières années, pour accompagner bien sûr le responsable BIM de l'affaire. Ça va vraiment être l'accompagner une fois par mois à vérifier directement sur le terrain et sur les remontées de l'hyperviseur TIA, le bon fonctionnement en fait, donc des scénarios, le bon fonctionnement de la bonne remontée des informations, qu'on ait bien une correspondance entre le jumeau numérique et le bâtiment réel. Et voilà, alors, donc l'idée, c'est qu'on va le faire sur les données dynamiques. Donc, on va remonter tout ce qui est également remonté de la GTB et de la GMAO. Et de là, on va éditer un rapport d'analyse. Donc ça, on va le faire à peu près une fois par mois. Et également, on a la même chose pour tout ce qui est suivi des aimants statiques, parce que là, on va aller changer, par exemple, une télé, la référence de la télé va être modifiée, sa fiche, elle va être mise à jour, etc. Donc, l'idée, c'est d'avoir tous ces processus de mise à jour édités et conformes, bien sûr. Donc, on va également, donc ça, on le fait un peu moins souvent, on va demander aux acteurs du terrain de capitaliser l'information, mais on va le faire à peu près une fois tous les 6 mois, de vérifier un peu l'ensemble de la donnée 3D, data, et les éléments sont bien mis à jour. C'est ça, je pense que pour résumer, globalement, il y a du travail en amont sur l'analyse des besoins, il va y avoir le déploiement du projet et les connexions qui sont quand même aussi un certain travail, et vraiment après sur la longueur, vraiment du suivi régulier de cette, on parlait de qualité, mais de ces données, de la qualité de ces données et de mise à jour de l'ensemble de ces données qui sont vraiment indispensables pour assurer quand même une gestion qualitative au travers de la maquette et aussi de tous les métiers qui vont graviter autour, c'est vrai. Également, dernière partie avant la formation, c'est tout ce qui est partie rétro-BIM. Donc là, aussi nos équipes en fait peuvent, à partir de l'existant en fait, modéliser. S'il n'y a pas eu de process BIM en conception-réalisation, on va être capable de modéliser bien sûr le patrimoine existant. Alors soit à partir de plans DWG, PDF, de choses comme ça, soit vraiment on fait interagir le scan nuage de points. Et là, on va pouvoir récupérer en fait un modèle qui passera directement en phase d'exploitation. C'était par exemple le cas des collèges de l'Oise, peut-être juste après, je ne sais pas si... C'est 2 slides après, mais... Ah oui. Bon, parce que bon... Alors, vas-y, parle de la formation. Excuse-moi. Alors, juste, tout ça, c'est... il faut savoir aussi, je dirais, emmener tous les acteurs avec nous. Donc, l'idée, c'est de montrer pendant quelques années au démarrage d'un projet, d'une phase d'exploitation. Mais l'idée, c'est de former les gens et que, je dirais, l'écosystème puisse fonctionner quasiment tout seul et qu'on soit plus, je dirais, obligé d'intervenir. Et donc, on va proposer plusieurs types de formations, donc notamment l'initiation BIM dans un premier temps. Tout ce qui est analyse des maquettes, donc savoir auditer, manipuler une maquette IFC sur un viewer. Bien sûr, après tout ce qui est process BIM exploitation et la prise en main du logiciel réellement sur T1. Non, c'est bon. Donc là, voilà un petit retour d'expérience donc sur les collèges de l'Oise. Donc on parle de 16 collèges qui ont été remodélisés parce que les collèges, on n'est pas sur du neuf, on est sur de la rénovation. Donc là, c'est dans le cadre d'un contrat de performance énergétique. Donc ils ont été rénovés et l'idée, c'est vraiment d'assurer l'exploitation de ces collèges au travers notamment de la maquette, en ajoutant en tout cas la composante BIM dans l'exploitation. Alors, je crois que juste après, on a une petite vidéo qui est là. Ouais. Ok. Et donc, je vais juste laisser justement tourner la vidéo en fond. De toute façon, ça reprend un peu ce qu'on vient de dire. Et est-ce qu'il y a des questions donc, pendant ce temps-là? Voilà.
À quel moment? Alors l'idée, hein, j'ai entendu la question sur le DO, comment intervenir sur le DO, c'est bien ça? Alors, l'idée, c'est que justement, on accompagne en amont. Donc, c'est-à-dire que dès que on va parler de phase d'exploitation sur le projet, l'idée, c'est vraiment de mettre en avant et en amont d'une réception, bien sûr, tout le process de réception du DO numérique. Donc, les contrôles qualité se font en amont pour, in fine, arriver, bien sûr, au DO qui soit correct. Alors, par expérience, par retour d'expérience, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est des remontées, je dirais, où le client a déjà eu son DO numérique. Il a été formalisé d'une certaine manière qui contractuellement, c'est pas forcément très clair. Et donc, du coup, on a beaucoup de non-conformités qui remontent. Et en fait, voilà, le problème, c'est de pouvoir actionner et ajuster, en fait, et cette remontée d'informations et pouvoir avoir derrière des acteurs qui soient capables d'ajuster la donnée réellement, et ce qui est un peu compliqué une fois que le DOE est transmis. Donc l'idée, c'est vraiment d'accéder au DOE et au contrôle de DOE bien en amont du projet. Alors pendant ce temps-là, je ne sais pas s'il n'y a pas forcément d'autres questions. On peut continuer. Ouais. Bonjour. Moi, c'est plus une question sur l'actualisation des données, en fait. Par qui elle est réalisée parce que bon, je me doute que c'est pas l'entreprise qui va intervenir. Et donc, comment c'est organisé à ce niveau-là? Oui, alors par rapport à l'actualisation des données, on va, en fait, c'est des choses qui sont prévues dans nos processus, c'est-à-dire que derrière, en plus d'avoir un process exploitation-maintenance, on va avoir un processus qui doit se mettre en place sur la mise à jour de la donnée 3D. Donc, c'est-à-dire peut-être dédier une cellule spécifique en phase d'exploitation qui soit capable, elle, de reprendre une donnée data. Donc, dans un premier temps, modifier une data IFC, alors qu'on est tout à fait capable de faire. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais sur Theia, on va être capable de modifier de la data. Par contre, modifier vraiment la géométrie de la donnée, là, on va être obligé de repasser par un système de format natif. Et là, donc, il est bon de prévoir justement un process avec peut-être éventuellement une cellule dédiée à ça, ou les acteurs qui sont formés, les acteurs de l'exploitation qui sont formés à la mise à jour de la donnée 3D. Alors c'est ça, dans les projets, souvent, on va donc distinguer, on va dire, des modifications de niveau 1 qui sont alphanumériques et niveau 2 qui sont géométriques, où niveau 1, ça va être de la data. Donc nous, on va mettre en place les process. Et là, c'est l'exploitant, le mainteneur ou l'exploitant qui va mettre à jour ça. Après, effectivement, aujourd'hui, un mainteneur, il est rarement formé sur de la manip, sur la conception 3D, enfin la conception BIM d'ailleurs. Donc là, on va réexporter les maquettes. Donc nous, par exemple, aujourd'hui, on réexporte de l'IFC. Donc on peut repartir de la maquette IFC avec les données alphanumériques mises à jour au fil de l'eau. Après, ça va être des choses, on va pas faire ça toutes les semaines. Hein. L'idée, c'est de mettre en place des choses où, encore une fois, selon les projets, des fois, ça sera tous les mois, tous les 6 mois. Alors, c'est plutôt tous les 6 mois, hein, globalement, aujourd'hui. Mais donc, il va y avoir plein de processus qui vont, comme Xavier le disait, hein, qui vont être mis en place pour ça. Et l'idée, bien sûr, c'est que ces processus sont édités bien en amont, justement, et validés par tous les acteurs. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Du coup, juste pour résumer, alors je ne sais pas combien de temps il nous reste, 5 minutes, je dirais. Juste pour résumer un peu les vidéos qu'on vient de voir passer, hein, donc c'était les 2 projets. D'abord les collèges de l'Oise, puis une clinique pour Ramsey Santé.
Là aujourd'hui, donc on parlait tout à l'heure des besoins d'exploitation entre du personnel soignant et un directeur de collège, quand même peu de choses en commun dans leur métier. Donc on va avoir des besoins d'exploitation communs sur ces deux projets qui sont la maintenance des bâtiments, des équipements, etc. Mais derrière, on va avoir des cas d'usage très différents, là où dans un collège, on va vouloir plutôt faire un peu comme les bailleurs de la gestion de patrimoine pour son bâtiment. Et il y a 16 collèges, donc c'est presque un parc, enfin c'est un parc entre guillemets. Là où dans une clinique, on va être plus technique, ils veulent par exemple que le personnel soignant soit capable depuis la maquette 3D de faire des demandes d'intervention. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'une infirmière, elle n'a pas que ça à faire dans sa journée de faire des demandes d'intervention pour dire qu'une ampoule ne marche plus. Donc l'idée, c'est quand même de simplifier au maximum aussi les choses qu'on peut, les actions qu'on va faire au travers des interfaces avec le BIM sous les yeux. Donc en 3 clics, l'infirmière doit être capable de dire que l'ampoule dans telle chambre ne fonctionne plus. C'est un peu l'idée. Alors que dans un collège, on n'a pas du tout ces problématiques-là. Donc c'est là où c'est intéressant aussi de travailler avec des acteurs différents, c'est que pour des choses assez proches, parce que dans un collège aussi, ils vont devoir dire que la lumière est en panne, alors elle ne fonctionne plus. Ça va pas du tout être les mêmes problématiques d'interface derrière, et donc c'est ça aussi qui est ce travail à adapter à chaque projet. Et donc on essaie de faire aujourd'hui une solution qui est générique, mais pour s'adapter à des besoins spécifiques. Et juste pour conclure aussi pour revenir, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est vraiment à la solution, à notre produit de s'adapter aux besoins et pas d'imposer des fonctionnalités pour les exploitants, les utilisateurs demain, parce que c'est vraiment plutôt à l'outil de s'adapter aux besoins du terrain qu'au terrain de se dire ah tiens, je vais m'adapter aux fonctionnalités de l'outil. Donc ça aussi, c'est une logique qu'on essaie de mettre en avant. Voilà, Xavier, si tu veux conclure. Alors oui, les questions-réponses, donc je ne sais pas s'il y en a d'autres. Voilà, écoutez, j'espère que ça a pu répondre à quelques interrogations. N'hésitez pas, hein, justement, là j'ai mis, alors je pense que les présentations seront diffusées. Donc, n'hésitez pas à aller voir. On a un petit résumé, donc notre vision du BIM-GEM, en fait, avec vraiment un petit condensé de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Mais voilà, je pense que en fait, l'exploitation, le BIM en exploitation, c'est encore des sujets qui sont encore très nébuleux et voilà. Et donc, on essaie de mettre vraiment une démarche en place. Alors, il y a des ajustements qui seront à faire, bien sûr. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'intégrer tous les acteurs au sein d'un... En fait, on a l'écosystème, je dirais, conception-réalisation, et on a cet écosystème aussi exploitation, et qui fonctionne ensemble, bien sûr. Et voilà, donc je ne sais pas si... Tu as quelque chose à rajouter, mais... Non, voilà. N'hésitez pas, effectivement, s'il y a d'autres questions en dehors du cadre de la conférence, hein, si nécessaire. Mais donc, voilà pour la collaboration ProBIM Stéréographe et au travers de ces différents projets. Merci. Merci à tous.